Oui, bonjour ou bon après-midi. Donc, on va discuter de la fiscalité peut-elle encore servir l'attractivité. Je me présente tout d'abord, Jean-Pierre Robin du Figaro. Je voudrais juste, sur le titre, préciser le mot attractivité, parce qu'autant fiscalité, tout le monde connaît, attractivité, c'est un petit peu du jargon. Attractivité, c'est simplement le pouvoir d'un pays ou la capacité d'un pays à attirer les compétences, c'est-à-dire à la fois les capitaux et les personnes. Et d'être ensuite donc compétitif du fait d'avoir su attirer les instruments de production. Voilà, alors je dirais juste un petit mot de commentaire en 15 secondes avant de passer la parole à Agnès Benassi-Kéré qui vous introduira véritablement donc ce débat. Et ensuite, je présenterai les différents panélistes. Juste un mot pour dire comment se situe ce débat de cet après-midi dans les rencontres d'Aix de cette année. Personnellement, je pense qu'on est tout à fait au cœur de ce débat, à savoir, on pose la question cette année de ce que peut un pays dans la mondialisation, un pays, un État souverain donc, et cette problématique peut se résoudre ou se résumer par cet adage, j'ouvre les guillemets, ma liberté s'arrête où commence celle des autres. C'est un petit peu toute la problématique de la souveraineté dans un monde de compétition et de concurrence, un monde de turbulence, on pourrait dire un monde de brut, mais c'est mon commentaire. Et donc maintenant, je passe tout de suite la parole à Agnès Benassi-Kéré qui va vous exposer plus en détail l'objet de ce débat. Agnès. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonjour à tous. Donc, la fiscalité peut-elle encore servir l'attractivité ? Alors, si on avait dit la fiscalité peut-elle servir l'attractivité, la réponse est évidente. Moins d'impôts sert l'attractivité pour les capitaux, pour les talents étrangers. Mais on a rajouté encore, donc la fiscalité peut-elle encore servir l'attractivité ? En fait, parce qu'il y a un paradoxe, et le cas du Royaume-Uni est assez exemplaire. On voit un pays qui a joué parfaitement le jeu de l'attractivité fiscale. Pardon. Comme l'a expliqué Nair Woods ce matin, ça a conduit à une thrombose des services publics. Suite à cette thrombose des services publics, eh bien, certains hommes politiques et femmes politiques ont habilement orienté l'opinion vers les immigrés, la faute aux immigrés. Et puis, une fois que c'était la faute aux immigrés, eh bien, c'était la faute à l'Europe. Et puisque c'était la faute à l'Europe, eh bien, ça a conduit au vote Brexit. Et maintenant, après Brexit, se pose la question de l'attractivité du Royaume-Uni pour les capitaux étrangers et pour les talents étrangers. Donc on voit que pousser trop loin cette logique conduit à une espèce de retour, de retour assez catastrophique, y compris du point de vue de l'attractivité. Alors plus généralement, l'attractivité dépend des infrastructures, de l'éducation, pas seulement du niveau des impôts. Donc comment est-ce qu'on fait ? Bon, il y a une réponse théorique très claire, académique, la littérature académique donne une réponse très claire. Il y a dans un cas pareil, les gouvernements vont financer les infrastructures, l'éducation et les biens publics en général par des impôts sur les bases fiscales peu mobiles, donc la TVA et le travail peu qualifié. Alors naturellement, ça va conduire à des inégalités et donc avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Donc je pense que le moment d'aujourd'hui est intéressant pour revisiter cette question. La solution la plus élégante que tout le monde a en tête, et je pense que le panel ne manquera pas de la mentionner, c'est l'efficacité de la dépense publique. C'est-à-dire, on a besoin effectivement de biens publics, mais il faut les produire de manière efficace. Alors le problème, c'est que ça ne se décrète pas. La concurrence entre pays est plutôt favorable à plus d'efficacité. Ça pousse les gouvernements à être plus efficaces dans leur production. Mais en même temps, si vous avez écouté le ministre de la Défense hier, lui, il considère que la coopération entre pays est un moyen d'augmenter l'efficacité de la dépense militaire. Donc du coup, la question qui est posée, l'attractivité ne se joue pas simplement sur la concurrence fiscale, c'est plus subtil que ça. C'est une combinaison sans doute de concurrence et de coopération. Et du coup, nous avons un magnifique panel pour nous présenter différentes vues sur le sujet. Merci. Merci beaucoup Agnès. Alors maintenant, je vais vous présenter nos 5 panélistes qui représentent finalement l'économie, la politique, le droit, l'entreprise et le contribuable. C'est un petit peu comme
À l'opéra, vous avez différents personnages qui ont chacun leur personnalité, qui parlent de points de vue différents. Donc, l'économiste, ce sera Ufuk Hatzegit, qui est professeur à Chicago et qui est notamment spécialiste des questions fiscales de l'innovation, c'est-à-dire des chercheurs. Comment on attire, les pays se battent pour attirer les chercheurs d'une part, et ensuite comment l'innovation qui est créatrice malgré tout, ça c'est devenu un lieu commun mais une vérité d'inégalité, comment étudier ce problème-là à travers la fiscalité. Ensuite on aura le point de vue d'un politique, ça sera Kako Nubukpo, qui est ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo. Ensuite, vous aurez le point de vue d'un avocat qui est conseiller, disons, des entreprises pour ces questions-là. C'est Georges Terrier, qui est associé de Davis Polk et Warnmel. Ensuite, on aura le représentant d'une entreprise, Jean-Jacques Guilloni, qui est le directeur financier du groupe LVMH. Et enfin, on aura, disons, le point de vue de la personne, du citoyen et je dirais même du contribuable, qui est Gérard Beckerman, qui est le président de l'affaire et qui, par ailleurs, est le fondateur, c'est quelque chose auquel je tiens personnellement beaucoup, qui est fondateur du concours de piano des grands animateurs, des grands amateurs, c'est-à-dire que je crois depuis 30 ans, il y a un concours qui fait qu'il y a une centaine d'amateurs, mais de très haut niveau, qui viennent à Paris pour concourir à ce concours de piano. Mais là, je suis un petit peu hors sujet. Alors maintenant, je vais donc passer immédiatement la parole à Ufuk Hatzegit, qui est économiste à Chicago et dont je vous ai présenté les spécialités, et qui va vous parler de ces problèmes d'innovation, de la fiscalité, comment donc attirer les chercheurs, les innovateurs superstars, et ensuite des problèmes de l'innovation et comment on peut y remédier vis-à-vis des inégalités. Voilà. Ufuk s'exprimera en anglais et je crois il y a plusieurs graphes qui sont prévus pour son exposé. Ufuk. So thank you very much. So my French is still in progress, so that's why I'm going to talk in English. So today I want to talk about the relationship between taxation and economic growth. And more than making some normative statements, I want to make more of a positive statement. How does the world look like when it comes to the relationship between taxation and innovation, taxation and economic growth? In order to understand the relationship between taxation and growth, first we need to ask ourselves, where does growth come from? And we know that long-run growth is coming from technological progress and innovation. We produce better products, we find better technologies to produce cheaper, and that leads to economic growth, as illustrated in the first graph, okay, there we go. So on the x-axis here, we see innovativeness of different regions, and on the y-axis, you see the economic growth of those regions over 100 years. We are really talking about long-run economic growth here, and you see this very tight relationship between innovation and economic growth. So then the question that we should be asking ourselves is, what's the relationship between taxation and innovation? And so on this issue, we've done several studies. First, of course, innovation comes from firms, but firms are hiring scientists. Indeed, superstar scientists are contributing more. Then the question is, how do scientists and firms respond to taxation? We have to take this into account if we want to really understand the impact of taxation on the economy. So on this issue, so the first figure is going to show you the response of inventors to changes in the tax policy. So now what happened is in the US in 1986, there has been a major tax reform where the tax rates overall fell down and also top marginal income tax rate fell down. And what you see in this graph is that you have to concentrate on so the red line here shows the change in the tax policy. You see this big reduction, and the response of the number of scientists in the US is the solid black line. And what you see there is relative to no tax policy, the dashed line. After the tax break, you see this very strong rise in the number of
foreign inventors in the United States. And these are not average foreign inventors. These are particularly the superstar inventors who have the most innovations and the most influential innovations. So as a result, you see that the tax policy, at least in 1986 in the US, the reduction had a major impact. And a similar example also comes from Denmark, for instance. And in this next figure that you're going to see, there's a very similar trend where Denmark, slightly different than the US, reduced the tax rates for foreign scientists and high-income foreign earners. And the response, again, as you see on this solid black line, is that has been a very rapid rise in the number of foreign superstar inventors in Denmark as well. So as you can see, of course, individuals are reacting to incentives, and we have to take this into account. But the people who are responding to taxes, not only inventors, it's also the companies. And in the next figure, as we are going to see, so United States at the time, so it was early 80s, was very worried about the competition that it was facing against Europe and Japan particularly. And there were debates about what to do with the taxes and how can we incentivize businesses and innovation. And what happened in the US at the time was so US introduced in 1981 the R&D tax credit, which gives extra benefits from the paid taxes, reduced paid taxes, if you do more R&D. And what you see in this figure, the gray area is the time of the introduction of the policy, and the red line is the R&D spending of the firms in the United States. And you see this very steep break starting with the 81. And the blue dashed line is the share of innovation of the United States in the global world. And what happens is that United States was losing its leadership all the way. This negative relationship shows that United States was losing its leadership around the world until the policy was enacted. And when the policy was enacted, you see this declining trend suddenly turns and goes up. What you see here is that basically the firms do react to incentives, and inventors also respond to incentives. So that's why innovation is an unavoidable part of the equation when it comes to the discussion between growth and innovation. So of course we are relying on tax policy to make the growth more inclusive, but we have to also understand first, where do these inventors come from in the society? What are their backgrounds? Are we giving fair shots to everybody in the society? So in the next figure, we ask the following question. What is the probability of becoming an inventor as a function of your education? So the left panel shows different education groups, and as you go to the right, the education level is increasing. The very right one is the college education, and each bar is showing the probability of becoming an inventor as a function of education. What you see there is the probability of becoming an inventor increases very steeply in education, which means that education is an important ingredient for innovation. But something slightly worrying is the right figure, which shows on the x-axis we have the parental background. We say, as a function of the income bracket of your parent, what's the probability of you becoming an inventor and coming up with a great business idea or technology and potentially, creating a new business, etc. The slightly concerning issue there is, of course, we see this very flat proportion only until people get really rich, and once the parents are really rich, then probability of becoming an inventor rises very rapidly. So is this something that we should concern about? Is innovation and business the business of rich people only, or are we giving a fair shot? So of course the answer lies on the left panel. So if the access to education is only through the resources of the parents, then this is something that we should be worried about. But if we give fair shot to people by giving them access to education, this could be one way of getting around the potential frictions, credit constraints maybe, to get around these type of problems by letting people get education, the basic education that will allow them to rise up in the society. Finally, the final point I want to make is the relationship between innovation and income inequality and social mobility. So the left panel here shows, as a function of innovation, the social mobility of the people, meaning that what is the correlation between child's income as a function of father's income? If there is a strong correlation, then there is
low social mobility. But if there's a weak correlation, then it means that even from poor background, you can make it and rise up in the society. And what you see here is that innovation is a great social elevator. So when people innovate, in regions where people innovate, also social mobility is very high, which is great news, which means that we should also encourage innovation and entrepreneurship. Whereas the right-hand side is, this is going to be the final point I want to make. Of course, there's a lot of debate around inequality, but we have to be careful about what kind of inequality we are talking about, because there is 90-to-10 ratio, there is Gini coefficient, there is a top 1 share. What we see here is that the top 1 share is highly correlated with innovation effort. So that's why if we just fight the top 1% share, it could be that we might be also hurting inventors who are trying to rise up to the top 1% of the income distribution. So that's why we have to be also careful in preserving the innovation incentives. Thank you. Merci beaucoup, Ufuk. Maintenant, on va passer à une autre problématique parce que là, on parlait de pays qui sont à la frontière technologique. C'est un petit peu la bataille pour attirer les cerveaux que peuvent se mener l'Europe, les États-Unis et d'autres pays. Là, on va être peut-être dans une problématique légèrement différente. Je rappelle, avant de passer la parole à Kako Nubuko, que au Togo, le niveau de taxation en pourcentage du pays est de 17% du PIB. En France, c'est, disons, 45%. Aux États-Unis, un peu moins, mais c'est un petit peu moins de 40%, disons. Et donc, la problématique du Togo est totalement différente vis-à-vis de la fiscalité et des dépenses publiques. Il s'agit plutôt de constituer un État fort qui permette à l'économie d'être compétitive. Et il y a une deuxième problématique qui est également très intéressante, c'est que le Togo fait partie de l'Afrique de l'Ouest, où là aussi il y a des problèmes de coopération budgétaire et fiscale. Donc je passe tout de suite la parole à notre ami Kako. Merci beaucoup. Juste un point, parce que je ne reviendrai pas dessus. Je suis directeur de la francophonie économique et numérique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, dont le siège est à Paris. Nous avons 80 pays, dont 57 membres et 23 observateurs. Et dans ce cadre, nous avons aussi un réseau des ministres francophones des finances. Et dans le cadre de ce réseau, la question de la fiscalité est une des questions que nous traitons. Donc c'est une parenthèse qui ne me sera pas décomptée. En tout cas, je l'espère. Donc pour revenir à notre sujet, je crois qu'il y a 3 séries de choses sur lesquelles je vais insister. Nous pourrions revenir là-dessus dans le cadre du débat. C'est la relation fiscalité-attractivité, mais d'un point de vue statique. Ensuite, j'essaierai d'inscrire ça d'un point de vue dynamique. Et enfin, du point de vue du Togo. Alors, d'un point de vue statique, c'est quasiment un oxymore. C'est vraiment une contradiction dans les termes. En tout cas, pour des pays fragiles comme les pays africains subsahariens. Parce que d'un côté, on se rend bien compte que il faut un État fort, et un État fort, ça veut dire quand même un État qui assume ces 3 missions traditionnelles, l'allocation des ressources, la stabilisation de la conjoncture et la redistribution des richesses. Et pour ça, il faut lever l'impôt. Donc c'est même ce qui est constitutif de l'État. Et en face, on voit bien que derrière la question de l'attractivité, c'est la question du dumping fiscal, c'est la question de la réduction de l'impôt, c'est la question de la compétitivité. Et donc, pour des pays pauvres comme les nôtres, vous voyez tout de suite que l'enjeu, il est triple. Le premier enjeu, c'est qu'on a une demande sociale qui est très forte. Dans mon pays, la population double tous les 25 ans et 40% de la population a moins de 15 ans. C'est-à-dire en termes d'investissement en infrastructure, notamment en éducation, en santé, l'enjeu est énorme. Donc, il y a une demande sociale qui est très forte. En face, et ça a été dit tout à l'heure, vous avez un taux de pression fiscale qui est inférieur à 20%. Ça veut dire que l'État ne peut pas assumer des politiques publiques en quantité suffisante. Je ne parle même pas de la qualité, rien qu'en termes de quantité.
Parce qu'avec un taux de pression fiscale de 17%, ben, toutes vos dépenses engendrent de la dette. Et une fois que vous aurez payé le service de la dette, il ne restera plus rien. Du coup, c'est vraiment le deuxième point que je voulais soulever dans ce premier axe de mon intervention. Et en face, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des entreprises dont certaines sont des multinationales avec une très grande capacité de négociation et quelquefois même de prédation. Et donc, ça veut dire que lorsque vous avez des États qui sont des proto-États et en face des grands groupes multinationaux, c'est très difficile de ne pas avoir des contrats léonins sur les codes d'investissement. Et donc, pour moi, d'un point de vue statique, nous avons affaire à une contradiction dans les termes. Deuxième point, si nous passons en dynamique, là, je crois qu'on peut réconcilier les deux, c'est-à-dire la fiscalité et l'attractivité. Et il faut avoir en tête que dans nos pays, nous sommes dans une phase de transition fiscale. C'est-à-dire que nous sommes en train de passer d'une fiscalité de porte, donc les droits de douane pour l'essentiel, vers une fiscalité axée sur les revenus des personnes physiques et morales, notamment les questions liées au patrimoine. Et donc, l'enjeu clairement ici, c'est l'élargissement de l'espace fiscal. Et si on réussit l'élargissement de l'espace fiscal, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter la capacité d'avoir des biens-services publics. Et ces biens-services publics vont être des attracteurs pour les entreprises nationales et internationales. Pourquoi? Parce que les biens publics, comme vous le savez, génèrent des externalités positives. Et donc, ces entreprises qui vont profiter de bonnes routes, de systèmes d'éducation, de systèmes de santé, parce que les expatriés, il faut bien qu'ils scolarisent leurs enfants. Lorsqu'ils tombent malades, il faut bien qu'ils puissent se faire soigner, etc. Donc, il n'y a pas de contradiction en dynamique entre l'élargissement de l'espace fiscal et l'attractivité des territoires. Et autre élément positif, me semble-t-il, c'est la capacité d'apprentissage des entreprises locales lorsqu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères, parce que là, on voit bien qu'il y a une hausse du capital humain, il y a des transferts de compétences, des transferts de connaissances qui se mettent en place. Et donc, je crois qu'en dynamique, il y a des complémentarités entre la capacité d'un État à élargir son espace fiscal et l'attractivité des territoires qui passe par la compétitivité accrue des entreprises. Alors au Togo, et ce sera mon troisième point, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé l'Office togolais des recettes, qui est une innovation parce que c'est le seul pays en Afrique subsaharienne francophone à l'avoir fait, c'est-à-dire que nous avons fusionné les impôts et les douanes. L'intérêt, c'est que nous avons réduit les coûts de transaction. Et nous avons également, de ce fait, créé un guichet fiscal unique. Et on a vu que le rendement fiscal s'est accru immédiatement. Et à l'heure où je vous parle, on est plus autour de 21% de taux de pression fiscale que de 17%. Parce que, de fait, il y a une réduction de la corruption, il y a beaucoup plus de lisibilité pour les entreprises, beaucoup plus de transparence. Pour finir, ce que je voudrais dire, et ça va être le défi des années à venir, me semble-t-il, pour un pays comme le Togo, mais qui peut s'élargir à d'autres pays subsahariens, c'est que le véritable défi, c'est la mobilisation accrue des ressources internes pour nos pays. Parce que si nous arrivons à mobiliser plus de ressources internes, nous allons moins dépendre des flux d'aide au développement, parce que ces flux sont volatiles. Et c'est hyper important de comprendre que des pays qui n'ont pas de marge de manœuvre interne par rapport au financement de leur politique publique, ce sont des pays qui ne peuvent pas ne pas avoir des politiques publiques erratiques. Et donc, je crois que l'enjeu pour les années à venir, c'est l'élargissement de l'espace fiscal, la mobilisation accrue des ressources, et pour finir, puisque le timekeeper me fait comprendre que j'ai utilisé mon temps de parole, c'est que pour ça, nous sollicitons les citoyens. Mais le citoyen togolais sera d'autant plus incité à payer l'impôt qu'il sera sûr que son argent sera bien dépensé par les pouvoirs publics.
et que ça ne va pas se transformer en appartement qu'on achète à Paris. Et donc, ça, je crois que c'est la question de la légitimité des pouvoirs publics, et plus ils seront légitimes, et plus il y aura une incitation forte à payer l'impôt. Merci. Merci beaucoup. Alors, jusqu'à présent, disons, il y avait une sorte d'hypothèse implicite qu'une fiscalité attractive, c'était une fiscalité faible, avec des faibles taux. Mais je crois que la problématique est plus complexe et plus subtile que ça. C'est ce que va nous expliquer Georges Terrier, à qui je passe la parole. Merci beaucoup. Effectivement, la question posée nous amène d'abord, pour essayer d'avancer sur une réponse, à éliminer toute la confusion qui règne entre le discours fiscal, la réalité fiscale, le discours électoral, et enlever de cette question tous les problèmes de démagogie électorale, d'enjeux politiques, car on entend tout, c'est vrai, et un peu n'importe quoi. Alors c'est vrai que la réponse à la question posée, qui est très pertinente, encore, la fiscalité peut-elle servir encore l'attractivité, demande qu'on étudie deux questions. La première question, la première considération, c'est la complexité de la fiscalité. La complexité, on l'a entendu à travers la problématique togolaise, qui est basique, mais qui est tout à fait réelle. La complexité, c'est d'abord la multiplicité des finalités de la fiscalité, la redistribution des richesses, services publics, attractivité. On voit très bien que toutes ces finalités sont quelquefois contradictoires et qu'elles peuvent écarteler la notion même d'attractivité fiscale. La seconde question, c'est les parties prenantes à cette attractivité, les activités numériques, industrie, finance, agriculture, les parties prenantes également en termes d'individus ou d'acteurs, entreprises, États, épargnants, ETI, grands groupes, etc. Et enfin, le troisième élément de complexité, parce qu'autrement on n'arrive pas à avancer, c'est la nature juridique de la fiscalité, la complexité de son élaboration. La fiscalité obéit à une législation fiscale, c'est la loi qui l'élabore avec tous les débats que cela peut donner lieu. Et enfin, un problème et un principe qui est fondamental et qui donne une grande rigidité à l'imagination et à l'innovation fiscale, c'est le principe de l'égalité devant l'impôt, qui évite bien évidemment et qui empêche toute incitation catégorielle pour essayer de séduire et donc d'attirer. Donc, à travers cette complexité, on voit bien que les degrés de liberté pour faire évoluer la fiscalité vers son attractivité, l'attractivité sont en tout cas pas limités, mais sont complexes. La deuxième considération qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la concurrence fiscale. La concurrence fiscale, vieux sujet, concurrence fiscale que Jean Pisani-Ferry l'a rappelé hier, l'Union européenne n'est pas parvenue à neutraliser par une harmonisation, voire des convergences, on y reviendra, mais concurrence fiscale qui, en théorie, devrait être vertueuse, en amenant bien évidemment les systèmes fiscaux à être de plus en plus bénéfiques et de plus en plus efficaces. Eh bien non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que les modèles sociaux sont différents et que l'équilibre difficile à trouver entre la justice sociale et l'efficacité économique diverge d'un pays à un autre, et que la France, avec son modèle social historique, son modèle social exigeant, son modèle social très global, bien évidemment, est une contrainte à une réduction de la fiscalité, alors même que les dépenses publiques sont à un niveau qui est extrêmement élevé. Alors, à partir de cette concurrence fiscale aussi, il faut voir les dérives auxquelles on a assisté, les dérives en termes de pratiques, de ce qu'on appelle la politique agressive optimale, sans parler des paradis fiscaux dont les médias et la sensibilité politique se repaient à juste titre au niveau de la conscience morale et de l'œcuménisme mondial, mais ce n'est pas le sujet. Les paradis fiscaux, LuxLeaks, Panama Papers, etc., ne sont pas structurants au niveau des flux économiques, industriels, ceux qui s'investissent et ceux qui... Non. Les pays qui s'adonnent à ces genres de pratiques sont en général des pays qui ne sont pas eux-mêmes l'objet d'une régulation importante, et on peut citer la Russie, la Chine, le Brésil, etc., dont ils ne sont pas structurants dans le développement de l'économie mondiale et a fortiori de l'économie européenne ou nationale. Non, la concurrence, ça veut dire que l'OCDE, par exemple, par des projets intéressants, 15 rapports en octobre 2015, c'est-à-dire tout récemment, a essayé de lutter contre les décalages entre les masses taxables qui sont décorrélées de l'activité économique. C'est au niveau mondial estimé à 240 milliards de dollars qui fuient, qui ne sont pas pris en compte dans l'assiette fiscale mondiale, avec toutes bien sûr les limites d'un calcul théorique de cette nature. Donc l'Europe aussi, ça a été souligné hier, n'a pas fait son travail en la matière.
Et je pense que le Brexit va peut-être redonner dans la démarche nouvelle, dans l'initiative, le rebond qui va devoir être pris, une initiative en ce domaine, non pas pour harmoniser, c'est un plan ambitieux et on sait très bien que ça heurte à des problèmes politiques, mais la convergence, la coopération, la coordination, l'échange d'informations fait qu'on va peut-être arriver un jour à réduire les décalages d'écart de taux et d'assiette. Il y a le projet Axis, qui est un projet d'assiette consolidée, qui a été endormi, enlisé et qui est reparti l'année dernière et qui devrait être relancé. Donc, au travers de tout cela, la France, dans cet univers concurrentiel, eh bien, elle a son mot à dire et je pense qu'elle a, avec le courage qui devrait animer nos dirigeants dans le cadre des prochaines échéances électorales, c'est relativement simple. Il y a des domaines où les contributions sont très bonnes. Le CICE, par exemple, c'est une contribution qui est efficace, elle est significative et elle aide beaucoup les entreprises, peut-être les plus grandes que les petites, c'est vrai. Mais par exemple, voilà une mesure illisible à l'étranger. Le CICE est illisible à l'étranger, donc il faut le transformer et le mettre dans une taxe réduite pour qu'il ne soit plus perçu. Et puis la stabilité, bien sûr, du crédit impôt recherche, etc., etc. Vous avez compris, je m'arrête. Voilà. Pardon, j'avais une minute encore. Pardon. Non, ce que je voudrais dire, c'est que la solution française, plus j'ai une minute, pardon, je crois qu'il faut que je m'arrête, ça passe d'une part par la modification de taxes comme le CICE, qu'il faut transformer en choses lisibles à l'étranger. Une taxe, une réduction des cotisations sociales, c'est évident. La taxe sur les salaires, qui pénalise les banques et qui empêche, au moment où les banques, on les cherche pour revenir à Paris, la taxe sur les salaires doit être supprimée. Parce que c'est une taxe qui ne rapporte que 2,5 milliards d'euros, qui n'existe qu'en France et au Danemark. Elle doit être supprimée pour que l'industrie bancaire française absorbe, si possible, tous les champs de compensation anglaises. Il y a également le crédit d'impôt recherche qui doit être stabilisé en l'absence d'une discussion tous les ans qui revient infiniment. Et puis il y a enfin, bien évidemment, l'harmonisation, non pas l'harmonisation, mais la convergence européenne qui devrait, à la suite d'une réduction progressive des taux et un allongement des assiettes, pouvoir redonner à la France une attractivité, même en fiscalité, qu'elle aura peut-être un peu de temps à reprendre. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, on va à nouveau modifier un petit peu notre perspective et prendre le regard de l'entreprise, mais sous un angle bien particulier. On va peut-être éclairer le mot « encore » du titre, qui est le mot qui peut intriguer le plus. Je passe donc maintenant la parole à Jean-Jacques Guyoni, qui va nous expliquer ce que je viens d'introduire très brièvement. Merci. Normalement, on ne parle pas après l'avocat de la défense, mais je vais quand même essayer. J'ai fait comme les mauvais élèves, j'ai mal lu le sujet. Quand j'ai commencé à lire le sujet, je l'ai lu, la baisse de la fiscalité peut-elle favoriser l'attractivité? Je me suis dit, on va enfoncer quelques portes ouvertes. Et puis bon, j'ai relu le sujet, il y a le mot « encore » à l'intérieur, donc qui appelle à la question, n'est-il pas trop tard pour que fiscalité et attractivité fassent bon ménage? J'ai un petit peu réfléchi à cet oxymore, comme ça a été dit tout à l'heure. Comment raisonner ensemble attractivité et fiscalité? Je pense que la meilleure façon de raisonner ces deux notions, c'est de les raisonner dans le lieu où elles se confrontent, c'est-à-dire dans l'exercice ou la pratique du capitalisme. Le capitalisme, par essence, est un système attractif. C'est un système qui d'abord assure la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails bien évidemment, mais c'est un système attractif. Il pose néanmoins un problème, c'est qu'il est autodestructeur s'il n'est pas régulé. Et le rôle notamment de la fiscalité, c'est de faire partie de ces principes régulateurs. Et la question qui se pose à nous, que je lis à travers la question qui se pose à nous, c'est dans quelle mesure la fiscalité joue le rôle, ce n'est pas le seul outil, mais ce rôle régulateur du système capitaliste mondial aujourd'hui. On pourra l'éclairer de différentes manières, mais c'est vraiment de réfléchir au rapport entre la fiscalité et l'efficacité du système capitaliste. La fiscalité est un des fondements du système capitaliste. Elle peut paraître contradictoire, mais en réalité, elle le rend possible. Donc c'est ce à quoi je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui, et notamment en se posant deux questions. La première, c'est en quoi ce rapport est-il aujourd'hui rendu difficile, et puis qu'est-ce qui permet d'espérer un petit peu qu'il le sera un peu moins dans le futur. Alors,
Ce rapport entre la fiscalité et l'attractivité, ou entre la fiscalité comme condition modératrice du système capitaliste, à mon sens, est aujourd'hui très sérieusement amoindri ou très sérieusement écorné par la baisse du consentement à l'impôt des citoyens. Je crois que c'est quelque chose qu'on observe un tout petit peu partout. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que tous les gouvernements, pour des raisons diverses, mais souvent par lâcheté, privilégient les impôts indirects aux impôts directs. Prenez la France, je crois que la TVA et la TIPP représentent entre 3 et 4 fois l'impôt sur le revenu. C'est extrêmement important. Moins d'un ménage sur 2 paie l'impôt sur le revenu. Et la conséquence de tout ça, c'est que la plupart des gens n'ont pas l'impression de payer des impôts. Or, ça a été rappelé tout à l'heure, la pression fiscale est de l'ordre de 45% ou 47% même du PIB. Donc en gros, tout le monde paie plus ou moins 45% de ses revenus d'une manière ou d'une autre sous forme fiscale. Ce sont des charges sociales, c'est de la TVA, c'est tout ce qu'on veut, mais quelque part, ça finit par être payé. Et donc le fait d'avoir privilégié les impôts indirects, bien évidemment, diminue le consentement à l'impôt. Deuxième chose sur laquelle je ne m'étendrai pas, c'est le recours à l'emprunt. Aujourd'hui, on se demande pourquoi on lève des impôts, on peut s'endetter, même l'État français, notoirement impécunieux, peut s'endetter quasiment à taux zéro. L'État allemand s'endette à taux négatif, pourquoi lever des impôts dans ces conditions? Et le troisième point sur la baisse du consentement à l'impôt, c'est la délégitimisation de la dépense publique. Regardez aux États-Unis à quel niveau on est arrivé dans la délégitimisation de la dépense publique, la défiance du citoyen par rapport à la défiance publique. C'est tout à fait impressionnant. Alors ce n'est pas le cas en France, mais pour des mauvaises raisons, parce que comme les gens n'ont pas l'impression de payer les impôts, ils n'ont pas l'impression de financer la dépense publique. Donc finalement, ils trouvent ça très très bien, la dépense publique. Mais encore une fois, c'est pour des mauvaises raisons. Le deuxième point qui rend un peu pessimiste sur le rôle de la fiscalité en tant que système modérateur dans le capitalisme, c'est bien évidemment le poids global des prélèvements obligatoires dans le système. Non pas en tant que tel, mais on voit qu'il est arrivé à un point tel dans des pays comme la France, mais pas que la France, qu'aujourd'hui il est relativement inerte. C'est très compliqué d'augmenter ce poids. C'est très compliqué de le diminuer aussi, pour des raisons de financement des dépenses, mais c'est très compliqué de l'augmenter aussi. Donc en gros, ça devient une donnée, et du coup la fiscalité est totalement rigide et figée. Donc pour un outil aussi important d'acceptation du système capitaliste, comme pour cet outil modérateur que cela constitue dans le système capitaliste, c'est un peu embêtant de l'avoir complètement en glaciation, ce qu'on peut dire là-dessus. Alors ça, c'est pour les raisons d'être pessimiste. Il y a quelques raisons d'être un peu plus optimiste, ou plus exactement, on peut lister les conditions qui nous permettraient d'être un peu optimiste. J'en verrai rapidement 3. La première, c'est l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique. Le contribuable est un consommateur, et le consommateur doit en avoir pour son argent. Ce n'est pas vraiment le cas dans beaucoup d'endroits, où en tout cas ce consommateur-là n'en a pas cette perception. Et il est clair que la digitalisation de l'économie ne doit pas rester à la porte de l'administration. Deuxième point, il faut lever des impôts efficaces. Et un impôt efficace, c'est un impôt à base large et à taux faible. Je donnerai juste un exemple. En Grande-Bretagne, le taux d'impôt est de 20%. En France, il est de 38%. Enfin, on nous dit qu'il est de 33%. En réalité, il est de 38%. Et encore, je ne prends pas les taxes sur les dividendes. Le poids de l'impôt sur les sociétés en Grande-Bretagne, malgré un taux qui fait presque la moitié du taux français, le poids dans le PIB est très supérieur à ce qu'on a en France. En France, on lève à peine une 50aine de milliards avec l'impôt sur les sociétés. Donc un impôt à base large et à taux faible est un impôt efficace. Dernier point, la stabilité des règles. Quand on travaille avec l'administration fiscale, c'est comme, on va prendre une métaphore footballistique puisque c'est de circonstance, c'est comme si on faisait une partie de foot, mais avec un arbitre qui peut changer les règles avant le match, pendant le match et après le match. Bien évidemment, ce n'est pas de nature à favoriser un équilibre des relations. Donc j'en ai terminé. Ces trois règles, ces trois conditions peuvent paraître relativement anodines, mais il ne faut pas se tromper. Toutes les trois en même temps, c'est quand même des bouleversements relativement significatifs pour bon nombre d'États, notamment au travers du fait qu'elles feront porter la réduction du déficit uniquement sur la réduction de la dépense. Donc ce n'est pas complètement évident, mais néanmoins, on peut être relativement persuadé qu'elles contribueraient à remettre la fiscalité au centre du jeu de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire ce principe modérateur et ce principe vital pour le capitalisme. Merci. Merci Jean-Jacques. Maintenant, on va aborder le dernier partenaire, si j'ose dire, de ce débat. Enfin, je veux dire, le dernier intervenant, c'est-à-dire le citoyen,
que va défendre, si j'ose dire, notre ami le président de l'affaire, à qui je passe la parole. Mais vous m'avez déjà coupé le micro. Merci. Bien, je suis très heureux de m'exprimer aujourd'hui pour la première fois. Quand on m'a suggéré cette table ronde il y a 3-4 mois, je me suis dit comment je vais bien pouvoir commencer et résumer en 4-5 minutes des siècles et des siècles de prélèvements. Alors j'ai pensé à un titre, je pourrais le répéter comme un perroquet pendant 4 minutes parce qu'il donnera le là, c'est pitié. Pitié. Et je me suis reporté à un livre, j'adore les livres anciens, un livre de Jean-Baptiste Say que vous connaissez tous, un traité d'économie politique, il est écrit en 1802. Et dans ce traité, Jean-Baptiste Say disait « Le meilleur de tous les impôts, c'est celui qui est le plus petit ». Et je l'ai entendu dire tout à l'heure. Et puis je prendrai une autre métaphore. Jean-Pierre Robin disait que les conférenciers ici présents à la tribune pouvaient être comparés à des, que disiez-vous, des acteurs d'opéra. Alors je me suis dit à quelle tragédie, parce qu'en matière de fiscalité, il est toujours question de tragédie, hein, rien n'est comique avec l'impôt. À quelle tragédie nous pourrions nous reporter? Et j'ai pensé à Wagner, et je pense que les contribuables, c'est exactement l'image des Nibelungen. Vous savez, ces petits nains martyrisés, exploités, torturés, qui travaillaient sous terre pendant des siècles et des siècles pour faire plaisir, en dernier recours, au monstre qui n'était pas ministre des Finances, mais qui était roi, Klingsor. Voilà. Alors, je crois qu'il faut être sérieux avec ces matières de prélèvement. L'association que j'ai l'honneur de présider représente 750 000 épargnants, représentant une épargne sous gestion de 52 milliards, et c'est donc quelque chose de très sérieux. Ma conviction est qu'il existe un code de la route. Moi, on m'a appris quand j'étais étudiant qu'il fallait m'arrêter au stop, au rouge, il ne fallait pas franchir de ligne blanche. Je crois qu'un ministre des Finances, aujourd'hui, doit intégrer à son esprit, puis quand je dis esprit, c'est que si les impôts montent, c'est que l'esprit des politiques ne monte pas à la même allure, à la même proportion, à vrai dire. Il faudrait graver dans le marbre la permanence du statut juridique, fiscal et social des règles. Introduire la non-rétroactivité en matière de réglementation fiscale. C'est comme le code de la route. Si je m'arrête au rouge, eh bien, un ministre n'a pas à changer les règles à chaque carrefour. Et je pense que cette prise de conscience de la stabilité des règles, quelles qu'elles soient, parce qu'aujourd'hui, j'entends dire plusieurs choses. J'entends dire que l'impôt, c'est tout le monde doit payer l'impôt, que ça doit être l'égalité. Mais il n'y a rien de plus injuste que l'impôt aujourd'hui. D'une part, au cours du dernier siècle, l'impôt n'a pas permis de réduire les inégalités, au contraire. Mais l'impôt, il faut le savoir, n'avait pas comme mission cette mission de réduction des inégalités. Jamais l'impôt en France n'avait pour vocation de réduire les inégalités. On ne lui demandait pas ça. On demandait à l'impôt d'assurer le financement des grandes fonctions régaliennes, battre monnaie, assurer la sécurité des citoyens, défendre le territoire, un peu d'éducation, mais quand on voit le développement des écoles privées, il y a des manquements à cette mission, assurer les systèmes de santé, allez vous faire soigner dans des systèmes, dans des hôpitaux, dans des urgences, on attend des heures et des heures, quand ce n'est pas davantage. Donc il y a des déficiences, des défaillances dans la régulation publique, et moi je me souviens, je vois beaucoup de jeunes dans cette salle et ça me fait plaisir. J'avais votre âge, j'avais écrit une thèse sur l'indétermination mathématique des fonctions d'utilité collective. C'est-à-dire, j'expliquais à l'époque que quand un ministre décide, il ne peut pas décider. C'est d'une extrême complexité. C'est pour ça qu'il demande à son cabinet de réfléchir avec des conseillers techniques, experts, mais qui ne restent pas suffisamment longtemps en place pour assurer, je dirais, cette nécessité de la pérennité que j'évoque. Et nous avons rédigé à l'affaire un pacte de l'épargne, un code de l'épargne et de la fiscalité que nous avons envoyé il y a une quinzaine de jours à tous les candidats à la primaire.
de gauche comme de droite, que nous avons adressé à tous les élus de la République. Il y a beaucoup plus de députés en France qu'il n'y en a aux États-Unis, d'ailleurs, je me demande pourquoi, que nous l'avons adressé à tous les sénateurs également, et nous allons demander, et je reconnais d'ailleurs certains adhérents de notre association ici présents, nous allons leur demander de prendre des engagements. C'est très sérieux la notion de fiscalité, et je crois qu'il faut être... il ne reste plus qu'une minute. Alors je dirais, pour cette dernière minute, il faut sensibiliser les politiques, réconcilier le fisc avec la nature humaine. Ça sera difficile, mais il faut ne pas oublier que ceux qui profitent le plus de l'impôt, c'est ceux qui ne le payent pas. Il faut le savoir, c'est statistique, ce n'est pas politique mon propos. Plus de la moitié des Français ne sont pas des contribuables. Et l'impôt est essentiellement payé. Il faut voir la courbe de Gauss que ça représente. Il y a une extraordinaire concentration dans la contribution de l'impôt. L'impôt est payé par quelques personnes, quelques citoyens en masse, et non pas, il faudrait le généraliser. Donc je pense qu'il faut absolument remettre sur pied la nécessité de la maîtrise de la dépense publique, remettre l'État à sa place dans ses grandes fonctions régaliennes, et peut-être réfléchir aussi à ce qu'avait écrit ce personnage, je crois qu'il s'appelait Caillot, dans sa théorie de l'impôt dans les années 1920, qui avait remplacé le système de la proportionnalité par un système assez funeste, très inégal et très injuste, de la progressivité. Il faudrait donner des leçons d'arithmétique à nos ministres des Finances. Moi, je suis prêt à le faire. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, on entre dans notre partie débat. Et d'abord, selon le rituel à Aix, je vais donner la parole à notre étudiant, Simon de Bonvillers, et en lui demandant tout d'abord de se présenter, de nous dire de quelle université il vient et de poser sa question. Merci. Bonjour, Simon Bonvillers, je suis doctorant en économie à l'université de Strasbourg. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc si on a un recul du consentement à payer l'impôt, si l'imposition fait fuir l'innovation, alors il faudrait envisager une baisse drastique des taux d'imposition. Si on fait ça, est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes à financer des choses comme l'université gratuite ou les infrastructures de transport qui peuvent être elles-mêmes positives pour l'innovation? Et outre la nécessaire amélioration de l'efficacité de l'action publique, est-ce qu'on pourrait envisager un rééquilibrage de la fiscalité du capital au profit de l'investissement productif et au détriment de choses comme les obligations publiques ou les produits d'assurance vie qui sont actuellement favorisés fiscalement? On pourrait par exemple envisager un élargissement de l'horizon de défiscalisation des produits d'assurance vie pour favoriser l'investissement risqué à long terme. Et voilà, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Je crois que la question soulève plusieurs problèmes à la fois et plusieurs de nos panélistes sont directement concernés. Qu'est-ce qui veut prendre la parole? Peut-être l'aspect d'abord de l'entreprise d'abord. Non, je voulais juste rappeler qu'on a souvent tendance à confondre le rendement de l'impôt et son taux. C'est une des grosses erreurs en matière fiscale. Ce n'est pas parce que le taux est bas que le rendement, c'est pour ça d'ailleurs que la TVA est un impôt si rentable, c'est qu'il s'applique absolument à tout. Regardez la CSG qui a été introduite, quel est le rendement de la CSG aujourd'hui, c'est absolument considérable. Bon, le taux a fini par monter à des niveaux relativement élevés, mais il ne faut pas confondre le rendement d'un impôt et son taux. Ça n'a rien à voir. J'ai pris l'exemple britannique, je ne vais pas le reciter, mais je crois que c'est 2 fois le rendement de l'impôt sur les sociétés, enfin en Grande-Bretagne, alors qu'on a des tailles économiques qui ne sont pas si dissemblables, avec un taux à 20%, l'impôt sur les sociétés rapporte 2 fois ce qu'il rapporte en France. Merci. Agnès? Juste intervenir là-dessus, parce que contrairement à ce qu'on croit, l'impôt sur les sociétés a une base relativement large en France. Mais il y a un hold-up qui est fait après. Une fois qu'on a calculé l'impôt sur les sociétés, il y a un hold-up qui s'appelle le CICE. Voilà. Donc, après coup, évidemment, l'impôt sur les sociétés ne rapporte rien, mais c'est ce qu'on voulait, puisqu'on a mis le CICE. Comptablement, ça ne va pas au même endroit. C'est quand je dis que ça rapporte 47 milliards, ça rapporte 47 milliards.
C'est pas avant le CICE, c'est avant le CICE. Le CICE est ailleurs. Je crois que dans la question, il y avait également l'aspect de l'assurance vie. Oui. Vous vous trompez, d'abord bienvenue au club, je suis comme vous alsacien, donc je suis content que vous fassiez votre thèse à Strasbourg, très bien. C'est inexact ce que vous dites, donc montrez-moi votre thèse avant de la soutenir. J'en ai dirigé 50, ça fera 51. Ce que je pense, c'est que vous vous trompez parce que l'assurance vie n'est pas une niche fiscale. L'assurance vie, c'est 1600 milliards. Quelques ordres de grandeur, c'est à peu près 85% du PIB de la France, et c'est à peu près pratiquement autant de notre dette publique qui a dépassé 2100 milliards, je crois. Et monsieur a raison. Monsieur a raison, la CSG rapporte un peu moins de 100 milliards, et l'impôt sur le revenu, beaucoup moins, 65 ou 70 milliards. Comme quoi, avec un taux de 15,50 de CSG, on parvient à avoir un rendement fiscal qui rapporte beaucoup plus. Et vous ne pouvez pas savoir, comme l'État est un négociateur hors pair quand il s'agit de faire rentrer des deniers à Bercy, ils sont redoutables, c'est VRP de l'imposition, et donc ça rapporte beaucoup. Donc l'assurance vie n'est pas une niche, elle rapporte beaucoup plus au pays, car c'est grâce à elle qu'on finance les PME, les entreprises, qu'on finance les États, et puis l'assurance vie, elle est une épargne extraordinairement altruiste. Parce que ces 1600 milliards, on ne va pas les consommer, on les garde, et puis on sera mort quand on les transmettra à sa femme, à son conjoint, aux enfants et aux bénéficiaires. Donc n'allez pas vers cette voie, elle n'est pas bonne. On a besoin d'une assurance vie libre, parce que c'est une épargne altruiste qui rapporte beaucoup plus qu'elle ne coûte. Oui. Oui, comme je suis un ancien de l'université de Strasbourg, je ne peux pas ne pas parler du BETA, du Bureau d'économie théorique et appliquée. Mais moi, je pense comme vous plutôt. Je crois que non, je crois que c'est la question du contrat social en fait. Condorcet, pourquoi il disait que les riches devaient payer plus que les pauvres l'impôt? Il dit c'est parce que les riches ont plus à perdre que les pauvres lorsqu'il y a de l'instabilité. Et donc la question, c'est quelle est la vision qu'une société se donne de son vivre ensemble et quelle est la contribution relative des membres de cette société. Donc, quand une société se crispe par rapport à l'impôt, c'est que cette crispation cache autre chose. C'est la question du vivre ensemble. Et je crois que c'est là où nous devons revenir aux questions de base. Ces services publics qui font que la France est une des nations les plus valorisées au monde, c'est leur principale caractéristique, c'est que leur rendement social est supérieur à la valorisation que le marché peut en faire. Et il ne faut pas oublier que c'est grâce à ces services publics que beaucoup de gens ont pu arriver à réussir leur vie dans ce pays. Moi, je crois qu'on aurait tort d'oublier le principe de solidarité. Je crois que c'est la solidarité qui tient une nation. La question de l'efficacité, elle est normale. Nous la posons au niveau du rendement fiscal, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de pertes en ligne. Mais la question de la nature de la fiscalité, c'est une question de type philosophique. Pourquoi nous sommes contre la TVA, l'impôt indirect? C'est parce que la part de la consommation dans les revenus des plus pauvres est beaucoup plus importante que la part de la consommation dans les revenus des plus riches. Et donc, lorsque vous avez les mêmes taux, en fait, vous faites de l'impôt un outil dégressif. C'est la dégressivité de l'impôt. Et donc, je crois que vous avez raison de poser la question, et j'aimerais bien être rapporteur de votre thèse. Merci de cet éloge de la France. Avant de passer la parole à vous tous, je voudrais peut-être poser une question à Oufou. Comment il voit le système français de fiscalité vis-à-vis de ces questions d'innovation? Est-ce qu'on a en France, avec le système fiscal qui est le nôtre, quels sont les défauts qu'on peut lui
enfin, les critiques qu'on peut lui faire à ce système français de fiscalité vis-à-vis du problème de l'innovation? So in our study with Stephanie Stancheva and Salome Baslanze, we analyzed these inventor mobility in different countries. And clearly what you find is that these elasticities are not the same if you go from 0% to 5% versus if you go to 95% to 100%. Of course, people are responding differently, and that's why we computed the elasticities for different countries, how, for instance, inventors would react to it, and, for instance, if there would be brain drain from the country outside, or how much would you lose. And one of the most elastic countries, one of the most sensitive countries in our analysis was France. So that's why I think, of course, these elasticities are a function of the tax policy, but at the same time, inventors are also sensitive to, once they move to a country, they also pay attention to what will they learn from that country, whom are they going to interact with, and how can they build bonds with the companies. And that's why, for instance, the higher education spending was another big advantage for the US, not only the tax, but also the investment in higher education in universities is an important one. I studied particularly the optimal R&D, so optimal subsidy to companies or optimal taxation to companies in France using the French microdata from firms. And what we were finding there is that the main underinvestment so there are two types of R&D spending. When it comes to innovation, of course, not all innovations are the same. There are different types of innovations. Some of them are applied innovations, which are more directed towards consumer end products, but some of the innovations are more for fundamental knowledge, which are going to generate spillovers, like universities, the knowledge created in universities, which later on firms, companies build on these and produce product. And according to our numbers, there was too much R&D spending in applied research and too little spending in basic research in universities. So as a result, I think overall, I don't want to make too bold statements, but clearly, everybody already talks about the French system, having too high taxes, and our numbers were showing also, big elasticity numbers for France. And the second issue was that there was too little spending. The taxpayer money was allocated too little to areas where there could be bigger spillovers for the society, like universities and academics. Juste pour prolonger, qu'est-ce que vous pensez du crédit impôt recherche qui fonctionne quand même très bien en France et qui est un atout pour les entreprises? Vous semblez dire que ce qui manque en France, c'est la recherche fondamentale, la recherche universitaire, les crédits aux universités? Sorry, I missed the very beginning because of the translation of the question. Ce qu'on appelle le crédit impôt recherche en France, au bénéfice des entreprises, qui est quand même quelque chose d'assez attractif comme fiscalité et qui aide les entreprises à faire de la recherche. Ce que vous semblez dire, le principal défaut en France serait un manque de recherche au niveau public? That's correct. So there are two issues. One of them is the lack of enough spending on universities, and this is important for two reasons. A more educated workforce will also absorb technologies from frontier much more easily. So there are two benefits from having higher spending in universities. One of them is creation of basic knowledge, which later on will benefit also companies to build on. But the second benefit is that having highly skilled workforce, especially at that level, will also allow the company to absorb technologies more easily from frontier, and that's why there's this double gain from spending more. And when we look at Europe in general, but France in particular, the spending is too little compared to the countries that France is competing, like the US, for instance. So that's one issue. The second issue on tax credit is that
So this tax credit business is a little bit tricky in the sense that these tax credits, the way they are formed is way too complex. And that's why typically who are benefiting from these tax credit programs are the companies who have an army of lawyers, because they are the ones who are able to read the regulation, and they are the ones who are benefiting. But typically, you're lacking the support for the small firms, and when you talk to people in the government, so they were complaining that small firms are not benefiting enough for this. One, it's too complex. Second, potentially they are also scared of getting too much examined, because in order to benefit from these things, you need to open your books and get examined. So this is, I'm not sure how effectively these tax credit programs are really working out. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la salle, est-ce que quelqu'un du panel voudrait répondre sur ce point? Non, ce qu'on peut dire à l'occasion du crédit impôt recherche, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est une observation de portée générale. La fiscalité française a beaucoup de dispositions très favorables, qui pourraient être très attractives, mais elle manque souvent de lisibilité, de stabilité et de simplicité. Et à partir de là, notamment les opérateurs étrangers ne sont pas attirés vers elle, et les opérateurs français, notamment les petites entreprises, bien évidemment, ont du mal et répugnent à en bénéficier. Stabilité, lisibilité, simplification, je crois que c'est trois démarches, trois méthodologies qui doivent vraiment, et qui ne coûtent pas grand-chose au budget de l'État. Ça demande quand même un peu de courage politique pour ne pas laisser les médias et les enjeux électoraux prendre et capter ces problématiques. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure, par exemple, transformer le CICE en quelque chose de lisible, c'est-à-dire une réduction des cotisations sociales, bien évidemment, ça va susciter bien évidemment des problématiques de nature politique et sociologique. Mais c'est là où est la difficulté. Ce n'est pas la contribution elle-même, ce n'est pas l'aspect quantitatif, c'est l'aspect qualitatif et l'aspect socio-politique. Gérard veut... Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord, et même totalement opposé. Il y a 453 niches fiscales recensées dans la loi de finances chaque année, cette année. Sur ces 453, il y en a une, la plus coûteuse et peut-être la plus nécessaire, c'est une question idéologique, c'est le crédit impôt recherche qui implique un manque à gagner de 7,5 milliards d'euros pour l'année 2015. Et je crois, et je suis d'accord avec le ministre, le vrai problème ne se pose pas tellement en termes financiers, mais c'est un problème fondamental des sociétés modernes. Jusqu'où sommes-nous d'accord pour considérer un équilibre entre la solidarité, et j'ai vu, cher ministre, comment vous avez été applaudi. C'est très intéressant, cette réaction spontanée des jeunes, quand on dit « je veux la solidarité, je veux la justice sociale, je serai rapporteur de votre thèse », c'est très beau tout ça. Je connais bien Louis Pasteur aussi. Donc, quel est l'équilibre, le curseur à trouver entre la nécessaire solidarité d'une société moderne qui aspire à plus de justice, d'avec un autre concept, et j'entendais parler de Tocqueville tout à l'heure, qui est tout aussi fondamental et peut-être même supérieur, qui est celui de la liberté. Jusqu'où nos sociétés modernes qui sont acculées, qui croulent sur les déficits, sous les dettes publiques, peuvent-elles aller pour faire en sorte que la nécessaire solidarité ne mine pas fondamentalement la non moins nécessaire liberté des individus? C'est un problème philosophique, vous avez raison. Et je crois qu'il faut travailler avec les élus de la République pour leur faire prendre conscience que seule la liberté permet de financer la solidarité. Merci. Personne ne veut rien ajouter parmi les panélistes. Voilà, alors maintenant je passe la parole à la salle. Qui veut poser une question, la première question? Oui, c'est une question concernant l'assurance vie. Vous avez rappelé juste titre, il y a... Un micro peut-être. Mais venez ici, là, venez. Il n'y a pas de micro. Vous aviez un micro tout à l'heure. C'est parce que quelqu'un d'autre devait poser une question. En fait, j'ai le micro. Il y a un micro, non mais... Non, vous pouvez donner le micro là, s'il vous plaît. Oui. Non, donnez le micro d'abord. Non, mais j'ai le micro depuis longtemps, en fait. J'attendais pour poser la question. Je vous le donnerai juste après. Non, mais honneur aux jeunes, passez-lui le micro.
Du coup, oui, je suis étudiant, donc moi-même, je ne paye pas d'impôt sur le revenu. Et puis, même si l'impôt profite surtout à celui qui ne le paye pas, je suis quand même pressé d'en payer, parce que ça voudra quand même dire que je serai dans une meilleure situation. D'ailleurs, malgré la progressivité de l'impôt, je serai aussi pressé de payer encore plus d'impôts, parce que ça voudra dire que ma situation sera encore meilleure. On a beaucoup parlé du poids de la fiscalité, du coup, sur l'attractivité. Et je trouve qu'on a quand même peu parlé, à part monsieur Dubuc-Pau, je suis désolé pour votre nom, de ce qu'elle rapporte après en termes de dépenses publiques. Parce que pour l'attractivité, quand même, les dépenses publiques ont un intérêt quand même assez énorme. Donc j'aimerais avoir votre avis quand même là-dessus sur après les dépenses publiques qui sont quand même une conséquence de la fiscalité. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être prendre la deuxième question de monsieur, puis on répondra tout de suite aux deux questions. Moi, je vous attends avec impatience, hein, que vous qui êtes prêts à payer encore et encore des impôts. Dépêchez-vous. Hein. Vite, 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 venez à la maison. Voilà, monsieur. Oui, en matière d'assurance vie, vous avez rappelé, monsieur, que le montant de l'assurance vie en France est d'environ 1 600 milliards. La dette de l'État, 2 100 milliards, on peut dire que grâce à l'assurance vie, quand même, il y a une certaine pérennité pour ceux qui prêtent à la France. Ceci dit au passage. Certaine pérennité de l'emprunt pour ceux qui prêtent à la France, puisque 1 600 milliards par rapport à 2 100 milliards depuis une demi-heure, avant c'était moins, mais ça monte tous les jours. Ceci dit, je suis étonné d'entendre les rumeurs prétendant que dans quelque temps, le taux de rémunération de l'assurance vie pour les fonds en euros doit impérativement baisser. Deuxième question, comment expliquer que l'on envisage aussi d'interdire les rachats, les avances en matière d'assurance vie pour des montants que nous avons dans les assurances vie mis de côté pour aider des enfants au chômage, un parent en difficulté financière devant des graves problèmes de santé, enfin tout le fondement même de l'assurance vie. Devant cette valse permanente des décisions fiscales et des appartenances politiques plus ou moins nuancées, j'aimerais connaître votre sentiment, monsieur. Très bien, merci. Avant de répondre à votre question sur l'assurance vie, je pense qu'on va prendre la question de l'étudiant sur l'arbitrage entre dépenses publiques comme facteur de compétitivité et la réduction des impôts comme également facteur de compétitivité et d'attractivité. Comment résoudre cette contradiction qui est évidemment de bon sens, mais c'est un arbitrage que tout gouvernement et toute société doit faire. Qu'est-ce qui veut répondre à cette question? Je peux dire un mot. Oui, c'est vous ça. Je peux dire un mot. Oui, si vous voulez. Oui, je vais dire un mot, mais du point de vue de l'Afrique. C'est-à-dire que ce qui nous préoccupe à l'heure actuelle en Afrique par rapport à cette question de la fiscalité, c'est la question de la transformation structurelle des économies africaines. Parce que nous sommes bien conscients que si on ne crée pas de la richesse, on ne pourra pas avoir de la fiscalité. On ne pourra pas avoir des recettes fiscales. Or, ce qui se joue actuellement en Afrique, c'est quand même la superposition des discours. C'est-à-dire que le discours macroéconomique que tiennent les dirigeants africains est un discours très orthodoxe, type FMI, Banque mondiale, assainissement des finances publiques, stabilité des prix. Le discours mésoéconomique, donc sectoriel, est un discours de type néo-mercantiliste. On veut faire comme les Asiatiques, c'est-à-dire transformer la matière première et être agressif à l'export et protectionniste à l'import. Mais la question de la compatibilité entre ces deux niveaux de discours n'est pas réglée, parce que le néolibéralisme, ce n'est pas le néo-mercantilisme. Et le troisième niveau du discours, le discours microéconomique, c'est un discours onusien, fondé sur l'atteinte des droits, les OMD et maintenant les ODD, les Objectifs du développement durable. Or, quiconque a lu Germinal de Zola sait ce que c'est qu'un processus d'industrialisation d'une société. Ce n'était pas des emplois décents au XIXe siècle occidental. Donc la question qui se pose pour nous à l'heure actuelle, c'est comment nous pilotons ces transformations, comment nous pilotons ces transitions démocratiques, démographiques, fiscales. Et je le dis avec une gravité certaine parce que
je n'aurais jamais pensé, ayant vécu 5 ans au Mali, qu'on pouvait avoir des attaques terroristes au Mali, qu'on pouvait avoir des attaques terroristes au Nigeria, au Nord Cameroun, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre un nouveau monde dont nous n'avons pas encore compris les modes de régulation. Et donc, ce qui se joue actuellement, c'est vraiment la question de la solidarité et la question de la projection vers un monde dont nous ne maîtrisons pas encore les déterminants. Parce que nos assurances-vie, elles nous serviront à quoi si nous ne sommes plus du tout en mesure d'en profiter ou de faire en profiter nos enfants? C'est ce qui se joue à l'heure actuelle. Ce ne sont pas les taux marginaux de progressivité ou de dégressivité. C'est est-ce que notre civilisation, fondée sur un certain nombre de valeurs, notamment liberté économique, mais aussi solidarité économique, est-ce que notre civilisation va survivre par rapport à ce qui se joue en termes de terrorisme à l'heure actuelle? Merci. Merci. Maintenant, on va peut-être répondre sur l'assurance vie. Ça sera assez mercantile. J'aime tellement les propos que vous tenez. Non, c'est extrêmement intéressant. Alors, sur le plan économique et financier, c'est vrai, on est dans une période de baisse tendancielle très forte des taux d'intérêt, surtout à long terme. Aujourd'hui, lorsque l'État allemand émet un Bund à 2 ans, c'est à un taux négatif, moins 0 quelque chose. Et pourquoi un investisseur place à moins 0 quelque chose? C'est parce que s'il laisse l'argent en banque, les commissionnements représenteront un coût supérieur. Donc il préfère placer à moins quelque chose dans du papier public plutôt que de laisser en banque. Alors, cette baisse tendancielle, vous savez, on est dans un climat vraiment de répression financière. On a parlé de la fiscalité qui pourrait être une forme de répression fiscale. La répression sociale avec la CSG, la répression, je dirais, économique avec l'inflation qui, pendant des décennies, a mangé le pouvoir d'achat de l'épargne. Cette baisse des taux, c'est une réalité. Il va falloir faire en sorte, j'en ai déjà parlé d'ailleurs au ministre, parce qu'il a mis sur pied un autre comité de régulation et de stabilité financière, qui précisément a pour vocation de réguler les taux en assurance vie. Comme si on demandait, d'ailleurs c'est le gouverneur de la Banque de France qui en est le vice-président, il est ici présent à Aix, et je n'ai jamais vu, depuis 1803 ou 1802 que la Banque de France a été créée, un gouverneur se mêler d'assurance vie. Ce n'est pas sa fonction. On demande à un gouverneur de s'occuper du crédit, de la réglementation, de la surveillance. D'ailleurs, son travail a été remarquablement fait, puisque aucune banque n'a fait faillite, aucune compagnie d'assurance n'a fait faillite depuis la guerre. Donc ça, c'est civique, c'est sain, c'est salutaire comme mission. Mais il est écrit nulle part qu'un gouverneur de la Banque de France, avec tout le respect que nous devons, soit mandaté pour s'occuper de l'assurance vie. Je crois que le marché fera lui-même son travail. Quant à l'autre question que vous posez, c'est un mythe, n'écoutez pas, médiatique. Il n'est pas question de s'attaquer au rachat, aux avances, au retrait. Tout ça continuera à fonctionner comme cela fonctionne depuis Louis XVI, qui a créé l'assurance vie. Merci, on va sortir de l'assurance vie. Non, donc je vais juste parler de l'assurance vie parce que c'était une recommandation du Haut Conseil de stabilité financière dont je fais partie. Et donc je suis solidaire de cette recommandation. De quoi se mêle le Haut Conseil de stabilité financière? Il se mêle, comme son nom l'indique, de stabilité financière. Et donc, si les sociétés d'assurance vie font faillite et créent une nouvelle crise financière de type Lehman, on reprochera à l'État d'avoir laissé filer cette situation. Or, le marché ne fait pas le travail. Les taux d'intérêt de l'assurance vie devraient être beaucoup plus bas qu'ils ne sont actuellement. Et donc, il était de la responsabilité de ce Conseil d'émettre un warning à l'assurance vie. Maintenant, sur le long terme, la défiscalisation, donc ça c'est une note du CAE, avait suggéré en effet d'allonger la période de l'assurance vie pour les 8 ans, les fameux 8 ans. On a une définition officielle du long terme qui est 8 ans. D'accord ? Or, on nous demande de travailler pendant 42 ans.
Donc il y a une toute petite, un tout petit décalage dans ces deux choses. On se plaint par ailleurs qu'on manque d'investisseurs à long terme. On manque d'investissements stables à long terme pour financer l'innovation. Donc on est dans une contradiction totale, il faut faire des choix. Voilà, c'est tout. Donc on peut faire le choix, en effet, du porte-monnaie liquide tout au long de la vie. D'accord ? Mais à ce moment-là, il ne faut pas prétendre être une économie de l'innovation. Voilà. Donc sur les dépenses publiques, alors pour l'étudiant, je regrette, je suis absolument désolée, mais vous payez beaucoup d'impôts. Hein ? Voilà. Donc, avec Alain Tranois, nous avions fait un travail il y a quelques années sur l'impact de la fiscalité et des dépenses d'infrastructure sur l'investissement direct étranger. Et nous avions vu que les deux étaient significatifs, mais une stratégie consistant à baisser les impôts et baisser en même temps la dépense était gagnante pour attirer des investissements. Bon, moi, je pense que même si j'ai signé cet article, c'est un article académique peut-être à courte vue, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a trois types de dépenses. Les dépenses d'attractivité, donc l'université, dont bénéficient d'ailleurs essentiellement ceux qui payent des impôts, la recherche, d'autre part des dépenses d'égalité des chances, l'école primaire, le service de santé sur tout le territoire, qui sont très importantes, c'est le vivier dans lequel on va aller puiser les futurs innovateurs, et puis la redistribution ex post pour ceux qui n'ont pas eu de chance à leur naissance, mais aussi pas eu de chance dans la vie. Il y a des accidents. Et ces accidents, ils sont aléatoires, ils peuvent toucher tout le monde, y compris M. Beckerman. Merci. Qui veut encore poser des questions ? On a quelques minutes. La stabilité d'une banque, la stabilité d'une compagnie d'assurance n'a rien à voir avec la limitation des taux qu'elle pratique en assurance vie, notamment pour l'assurance. La stabilité, elle dépend d'éléments propres à la gestion de l'entreprise d'assurance qui ne concernent en rien, je dirais, la réduction des taux de rémunération. Cet argent qui est mis en assurance vie, eh bien, c'est l'argent des épargnants. Et si on les contraint en leur disant « on ne vous rémunérera plus », qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura plus de dépôts. Et s'il n'y a plus de dépôts, on ne pourra plus financer les dettes, et on ne pourra plus créer des emplois pour les jeunes, et on ne pourra plus contribuer au financement des entreprises. Cette idée de rémunération des taux en assurance vie est un, comment dit-on, délire en latin. Voilà. Donc nous y sommes absolument opposés. Par contre, et Madame a raison, nous devons trouver les moyens pour renforcer la solidité du système financier, compagnie d'assurance et communauté bancaire. Là, elle a parfaitement raison, mais pas par cette voie. Il y en a bien d'autres. Voilà, on va sortir du débat franco-français. C'est Oufouk qui va nous arbitrer pour... Oufouk, non ? So I just want to make one quick comment related to what to do with the taxpayers' money, and also a little bit on the discussion on Africa and developing countries. So clearly, you know, innovation occurs, but innovation is also very much reliant on infrastructure and also the institutional environment. So for instance, you know, just to understand what we are really having in the developed world is, when we look at, for instance, the life cycle of firms in the US, there's a lot of competition and the fittest survive, and firms are growing very rapidly, the ones that manage to survive. Whereas when you look at developing countries, developing economies, firms don't grow on average. The life cycle is much flatter compared to developed economies. And then the question is, why do firms don't grow in developing economies? They should grow so that you can collect taxes out of them if necessary. Well, there are pecking order of problems when it comes to developing world also. You know, taxation is of course an issue, but there is something underneath that's even more bothersome. For instance, you know, when you look at the developed world, the success, the size of a firm is predicted by the success of the business idea. But when you look at the developing countries, the size of the firm is best predicted by the size of the family of the business owner. Or to be more precise, it's the number of male children of the business owner. The reason is there is lack of trust, the institutions are weak, and if you trust a non-family manager,
you're afraid that the person will steal the storage room and disappear, and you won't be able to credibly punish, because you don't trust on the police force, you don't trust on the judicial force. So the first order of business is clearly using the taxpayers' money also to strengthen the institutions and to make these, at least this environment stronger. Just one quick anecdote. During our PhD, one of our faculty members, one of our professors was telling the story. If you want to do business in India, for instance, the first day you go to the government office and spend the whole day drinking tea and trying to find out whom to bribe. So that's why, the taxpayers' money is important also to be used to strengthen the institutions. Merci. Nous avons le temps encore pour une question et Agnès conclura. Tu veux poser la dernière question? I'm going to try to ask the question in English so you don't have to put your earphones back. When I hear about fiscalité, attractiveness, I wonder about the BEPS, base erosion profits, which, as you know, it's underlined by OECD, by big companies such as Amazon, Google, that do not really pay taxes abroad. So what can we say about attractiveness and the BEPS initiative that actually has a huge impact on countries and fiscality, but from a more worldwide vision? Qui veut? Oui, je crois que je vais essayer de répondre un peu sur cette question. L'initiative BEPS, c'est très bien, mais elle se substitue à un système qui était certes dévoyé par certaines entreprises avec la complicité du gouvernement américain, mais qui est un système extrêmement efficace de répartition des profits en fonction de l'endroit où ils sont supposés être taxés, en fonction du capital matériel, du capital immatériel, que sont le capital matériel étant les usines et la distribution. Le BEPS aujourd'hui, compte tenu d'un certain nombre de ces promoteurs qui sont en mal de publicité, consiste à jeter ses règles par-dessus les moulins, si je puis dire, et à décider que le profit sera taxé là où il apparaît, ce qui ne veut absolument rien dire. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un progrès absolument considérable que d'avoir ces nouvelles règles. Il aurait été peut-être plus intéressant d'appliquer les anciennes, qui étaient assez précises, qui s'imposent énormément aux sociétés européennes, beaucoup moins aux sociétés américaines, qui peuvent bouger le capital immatériel, et en particulier les marques, comme elles veulent dans des pays très peu taxés. Et là, on a un véritable sujet de compétitivité, de concurrence fiscale. Georges en a parlé tout à l'heure, qui est extrêmement sérieux. Merci. Je crois maintenant il faut conclure. Agnès, quelques mots. Quelques mots un peu d'espoir. Donc, dans une note récente du CE, j'en profite pour faire un petit peu de publicité, nous avions comparé les inégalités après et avant impôt. Donc, les inégalités après impôt, je vous rassure, sont moindres qu'avant impôt. Mais surtout, ce que nous avions regardé, c'est entre les différents pays européens. En fait, bon, il y a des grosses différences. Il y a des pays qui redistribuent beaucoup et d'autres qui redistribuent moins. Mais au cours du temps, entre les pays de l'Union européenne, il semble y avoir une certaine convergence du degré de redistribution. Il y a des pays qui restent avec beaucoup d'inégalités, même après impôt. Mais l'écart entre avant et après, les ratios tendent à converger entre les pays européens. Ce qui pour moi est une assez bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'argument essentiel de souveraineté fiscale en disant nous sommes différents et nous ne pouvons pas rentrer dans une coordination, cet argument va s'émousser, si ça continue, il va s'émousser un petit peu. Et comme en face, on a quand même un risque politique, un risque social qui croît jour après jour, eh bien cette coordination budgétaire, je ne suis pas sûre qu'un jour... Je pense que bientôt, on n'aura plus le choix. Il faudra le faire. Voilà. Merci beaucoup et je vous remercie de...